On est avec Armand de chez Blim, qui est on va dire encore une jeune, hein, même si ça Tout à commence à fait. faire un peu, mais une jeune DNVB dans la peinture. Là, pour le coup, gros sujet, parce que je ne sais pas si vous avez déjà acheté de la peinture, mais il y a 95% de chances que vous l'ayez acheté chez Leroy Merlin, hein, ou ailleurs, enfin, ou dans ce genre de magasin. Et lui, il a ce gros sujet de se dire comment je vais réussir à créer de la rétention, de l'attractivité et de la rétention sur la marque Blim en direct. Pas simple, Tout mais à il y fait. arrive et c'est pour ça qu'il est là. Bonjour à tous déjà. Alors, est-ce que tu peux nous refaire un tout petit peu la genèse et le pourquoi de Blim et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Clairement, déjà, je vais expliquer ce qu'est Blim. Blim, effectivement, c'est une DNVB, une marque de peinture avec laquelle on essaie de dépoussiérer l'industrie du bricolage. C'est une industrie qui est top, mais aussi traditionnelle. Et donc, à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de diffusion e-commerce de peinture, on a eu envie de venir sur ce marché-là. Euh, donc Blim, en fait, on l'a lancé pendant le premier Covid. Donc au tout départ, effectivement, quand on disait qu'on allait lancer une marque de peinture en e-commerce, tout le monde voyait tous les freins qui existaient. Donc les freins, c'est que c'est lourd à transporter, les gens ont envie de voir en vrai, les gens ont envie d'essayer. Donc comment on fait pour faire ça? Nous, on a créé une expérience nouvelle qu'on va présenter petit à petit. C'est ça le fameux super funnel. Donc pendant le Covid, on s'est lancé, le premier. Et effectivement, c'était quelque chose qui a été très bien reçu par le public, puisque les personnes étaient chez elles à ce moment-là. C'était un moment aussi où le marché de la décoration intérieure était en plein boom. Et donc, on a créé une expérience dont on va parler tout au long de cette conférence. Et du coup, après Covid, Bah, est-ce que les gens ont continué à se décorer tout à et à fait. se reprendre? Mais en fait, le marché, comme tu disais, au départ, il est structuré entre deux types d'acteurs, on va dire. Donc, tu parlais de la GSB, type Leroy Merlin, et de l'autre côté, tu as plutôt les marques de décoration slash luxe. Et effectivement, depuis, on voit bien que le marché sur le e-commerce se développe de plus en plus, parce qu'il y a des habitudes qui sont arrivées. Et nous, donc, depuis, on a une belle croissance avec beaucoup d'innovations et de nouveautés. On a lancé depuis la peinture extérieure. On est arrivé au BHV, donc des NVB, on va vers une ONVB avec un flagship physique. Et on lance ce mois-ci Blim Pro, qui est du coup un service pour les décorateurs d'intérieur. Et quand on lance une marque de peinture, on est face justement à des géants qui ont des milliers de références, des milliers de couleurs. Souvent, on ne sait plus quoi acheter parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les deux petites vignettes. Comment toi, ta proposition de valeur, elle a pris le contre-pied de ça? Alors effectivement, c'est un des piliers de la création de la marque, c'est que bah, pour l'histoire, moi je suivais pas mal de DNVB qui se lançaient, je trouvais qu'on avait de plus en plus d'expériences qui étaient top dans pas mal de domaines. Et dans la peinture, j'avais pas retrouvé ça. Parce que quand tu n'es pas décorateur d'intérieur, que tu connais pas toutes les nuances de couleurs qui peuvent exister, ou alors que tu as du mal à choisir, tu es un peu en galère. Donc on a réduit la collection à 50 couleurs pour que sur du e-commerce, on n'ait pas trop de choix et qu'une personne qui est déjà en train de chercher quelque chose puisse trouver facilement son besoin. Et en fait, pour lever certains freins, on a créé les stickers échantillons, dont on va parler juste après, qui sont des stickers que je peux coller sur mon mur, commandés auparavant en fait, et coller sur mon mur pour me rendre compte du résultat avant d'acheter ma peinture. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a réussi à transformer une expérience qui au départ est plutôt adaptée à du offline sur du online. Alors, j'y pensais en préparant un peu cette interview. Tu dis oui, c'était plus adapté au offline. Mais dans le fond, quand tu es dans un magasin de peinture, tu ne l'essayes pas non plus chez toi. Il y a un côté où bah, tu es dans un magasin, il y a la lumière du magasin, tu sais jamais si ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être exactement ce qu'il y a autour du pot. Finalement, je pense que pour toi, enfin, j'avais cette sensation que c'était finalement pas tant un frein d'être sur le web. Alors, en fait, les gens ont besoin de le voir en vrai. Pas forcément de l'essayer, même si beaucoup de personnes veulent l'essayer. C'est pour ça que les petits pots d'échantillons existent à l'origine. Nous, on trouvait que c'était contraignant et on voulait créer quelque chose de plus simple. Mais quoi qu'il arrive, les gens ont envie quand même de le voir en magasin pour se rendre compte de ce que ça rend un écran modifiant forcément les couleurs. Donc nous, on a eu un gros travail au niveau du calage déjà en digital, mais on sait tous que c'est jamais complètement vrai. Et donc, en fait, l'expérience se poursuit avec les stickers, puis l'achat de la peinture. Et donc, le thème de cette discussion, c'est autour du funnel que vous avez réussi à mettre en place, qui est en, je ne dis pas de bêtises, une, deux, trois, quatre étapes. 4. Et c'est inspiration, conseil, transformation, Essayage, inspiration, conseil, essayage et transformation. commande. Tout à fait. Donc, on va le faire dans l'ordre. Inspiration, ça paraît assez simple par rapport à ton métier. L'idée, c'est de diffuser au maximum, de donner envie aux gens de prendre soin de chez eux,
de prendre soin de leur intérieur, de repeindre, de faire considérer que la peinture, c'est quoi? C'est un mouvement d'humeur, c'est quelque chose qui bouge aussi, non? Tout à fait. Bah, en fait, juste pour revenir sur le funnel rapidement, on a appelé ça le super funnel pour la conf, mais en fait, c'est quelque chose qui est très simple. On a pris tous les freins qui existaient dans le monde de la peinture que j'ai évoqué tout à l'heure, et on a essayé de les faire sauter pendant ce funnel-là. Et finalement, on voit aussi que parfois on se prend la tête, mais si on se rapproche du monde en fait classique du magasin physique, quoi, c'est assez simple. J'ai une vitrine, c'est mon aspiration. Je rentre, il y a une vendeuse ou un vendeur qui va me conseiller. J'ai ma cabine d'essayage et puis après je passe à la caisse. Et en fait aujourd'hui on a tous tendance à avoir des visions très héroïstes avec pub, revenu, alors qu'en fait le funnel est long et qu'il faut suivre notre client de l'inspiration jusqu'à la conversion. Et l'inspiration c'est vachement important dans notre secteur puisque les gens en fait ont vraiment besoin de pouvoir visualiser ce que ça va rendre chez eux ou chez les autres entre guillemets. Et c'est en même temps très compliqué parce qu'il y a une infinité de possibilités entre finalement une cuisine, une chambre, une couleur 1, 2, 3. Donc en fait, une infinité de combinaisons. Et c'est pour ça aussi que nous, on a misé sur un truc qui est l'UGC. UGC, c'est User Generated Content. Donc c'est toutes les photos qui peuvent être, ou les contenus qui peuvent être générés par les utilisateurs ou par les micro-influenceurs. Et donc on travaille beaucoup sur cette stratégie pour avoir un maximum d'inspiration et les diffuser après sur Pinterest, Instagram, Facebook, bientôt TikTok. Là, vous allez voir, mais du coup, ça nous donne de très belles photos et c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à donner une idée aux gens de ce que ça va rendre chez eux. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un truc assez intéressant que tu fais et qu'on voit assez peu, c'est que tu as une stratégie d'influence qui est de vraiment micro-influence, où de temps en temps, il y a des mecs qui ont 500, 1000, 1500 abonnés, où finalement, tu vas pas chercher leur audience, mais tu vas plutôt chercher le contenu qu'ils sont capables de créer. Exactement, bah, c'est en fait un positionnement de niche presque, d'aller parler à des personnes qui aujourd'hui sont dans des projets de rénovation et qui peuvent avoir de super résultats. Pour nous, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de mettre en œuvre nos produits et de montrer ce que ça pourrait rendre chez les gens. Donc évidemment, il y a moins d'audience, mais par contre, on travaille avec des personnes qui sont souvent passionnées, qui ont beaucoup de goût et qui vont du coup nous faire des contenus qu'on va pouvoir rediffuser derrière. Et nous, après, c'est notre métier finalement d'avoir l'audience et le média. C'est ce qu'on construit petit à petit d'ailleurs avec notre communauté Instagram qui dépasse 25 000 abonnés aujourd'hui, avec notre communauté Pinterest. Et après, on a des moyens aussi pour atteindre de l'audience via de l'ADS et du sponsoring, quoi. Ah, mais c'est super intéressant de se considérer soi-même comme média et pas demander finalement aux autres de l'être, même s'ils le sont à leur petite échelle, mais ça c'est intéressant parce que donc toi tu es parti du principe que les gens ont besoin de voir beaucoup pour pouvoir prendre une décision plutôt que de voir des trucs un peu famous. Carrément, ouais, parce qu'en fait, sur ce besoin en particulier, comme je disais, ton projet, tu vas le cadrer d'abord par la pièce, après par la typologie de couleur que tu veux. Et donc, pour rentrer dans ces cases-là, il faut vraiment avoir beaucoup de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que de manière générale, on va forcément avoir plus de best-sellers aussi qui vont se retrouver dans nos contenus, puisque c'est l'avantage de travailler avec de vraies personnes, des micro-influenceurs ou même des clients. Mais en fait, du coup, ta proportion de contenu, si elle est créée par vraiment ta communauté, elle va représenter finalement ce que les gens aiment. Et c'est aussi quelque chose qui est magique. Et d'ailleurs, notre palette de couleurs, on l'a aussi construit comme ça au tout départ. On a posé la question à plus de 300 personnes, y compris des designers d'intérieur, des architectes, mais aussi des personnes lambda, des clients, pour savoir ce qui plaisait en ce moment sur le marché. Et tu parlais tout à l'heure d'Insta, c'est presque une évidence. Dans ton secteur, il y a Pinterest aussi qui est... Parce que Insta, malgré tout, il faut vous suivre, oui, il faut avoir vu grâce à quelqu'un, etc. Pinterest, il y a vraiment ce côté réseau de recherche, réponse à une demande. Si je tape, qu'est-ce qu'il y a comme couleur un peu trendy Terracotta. Ouais, terracotta, exactement. Si je tape terracotta sur Pinterest, je vais trouver plein de trucs et je vais vous trouver vous. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi la strat justement sur Pinterest? C'est de poster beaucoup, c'est... Pinterest, en fait, l'avantage, c'est que ça se travaille plus en lot que les autres médias, puisqu'en fait, l'aspect de temporalité est pas si important que ça. Donc, tu peux te concentrer pour aller mettre d'un coup beaucoup de contenu que tu as pu collecter. Et effectivement, tu as cette logique de push versus pull, où ton contenu va apparaître auprès des gens qui vont chercher des mots-clés, qui vont... Il y a aussi en fait, sur Pinterest, il y a toute une logique aussi d'IA par l'image qui va faire que si tu regardes un contenu même d'inspiration, tu peux te retrouver sur un contenu similaire qui va être le mien. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis surtout, c'est quelque chose où les personnes ont beaucoup plus tendance à save que sur Instagram par exemple. Et donc tu restes dans leur bibliothèque pendant un certain temps jusqu'au jour où ils veulent vraiment aller transformer et aller acheter ton produit, quoi. Et aujourd'hui, sur ta répartition entre les différents canaux, c'est quoi tes sources d'acquisition?
Aujourd'hui, ça reste encore Instagram qui est majoritaire. Est-ce que tu y mets plus de budget? Tout à fait. Tout à fait, parce que aujourd'hui, quand même, sur l'Ads, c'est quand même très fort. Bien que Pinterest, on y soit aussi, et c'est très très bien aussi, puisqu'on touche des personnes différentes déjà, avec des logiques différentes aussi. Mais Instagram est encore majoritaire, et ça s'explique aussi par le fait que l'effet communauté est plus facile à avoir sur Instagram que sur Pinterest, où c'est difficile de créer une communauté dans la durée. Instagram, bon ben voilà, on a tous l'habitude de suivre des comptes, moins sur Pinterest. Oui, c'est vrai que sur Instagram, tu vas pouvoir répéter ton message. J'avais une interview récemment avec un spécialiste de l'acquisition sur les réseaux et qui me disait il faut vraiment considérer la pub comme de l'acquisition, certes, et en fait tout l'organique que vous allez créer derrière comme une sorte de CRM pour faire en sorte que finalement, au lieu d'envoyer des newsletters toutes les semaines, le fait de montrer ces contenus-là va avoir un top of mind sur ta marque et le jour où ils vont penser à la peinture, ils vont penser à toi, quoi. Ouais, clairement, en fait, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais la partie inspiration, c'est vraiment l'organique. Souvent, sur du paid, on va plutôt être sur des messages accrocheurs, une valeur de proposition, une proposition de valeur. Et donc, en fait, l'inspiration, elle vient sur l'organique, de poster le plus souvent possible, pas forcément sur des contenus amplifiés. Et de toute façon, un bon contenu, il finira par exploser. Aujourd'hui, les algorithmes, on a beau dire que c'est de plus en plus dur, un bon contenu, il marche très bien. Nous, on a des réels parfois qui vont chercher jusqu'à 100 000 vues, alors qu'on n'a que 25 000 abonnés. Ça, c'est la magie d'Instagram et la magie de TikTok. Ouais, aussi. Tu vas y aller d'ailleurs? On y va dans les mois qui arrivent, là. Dans les mois? Les semaines? Ah, dans les jours? Non, mais en plus, c'est vrai que c'est similaire à une stratégie réelle qu'on a déjà bien adaptée. Donc, et qui marche, c'est ce qui marche le mieux en ce moment de toute façon hein, sur Instagram. Le réel est vraiment poussé. Il suffit d'avoir des techniques d'accroche qui marchent bien et le contenu est beaucoup plus poussé que le feed. Bon, maintenant, je me suis bien inspiré. J'ai choisi le vert olive. Enfin, non, je l'ai T'as pas déjà vraiment choisi? Non, j'ai pas vraiment choisi encore le vert D'accord. olive, mais j'hésite entre des verts, tu vois. Ok. J'hésite entre du vert et du bleu. Qu'est-ce que je fais? Alors, là, c'est la deuxième partie, c'est conseiller. Le conseil, il vient de deux possibilités. D'un côté, il y a le contenu, de l'autre côté, il y a l'humain. Sur le contenu, aujourd'hui, ce qui marche le mieux pour conseiller, c'est justement, on en parlait il y a 2 secondes, les réels sur lesquels on va pouvoir prendre la parole, sur lesquels on va pouvoir faire des tutos aussi. C'est assez intéressant, le format vidéo à cet endroit-là. Et de l'autre côté, c'est l'humain. Et nous, en fait, on est persuadé que c'est un secteur où les gens ont besoin de conseils. Et donc, on a lancé le conseil par visio. C'est un truc qu'on fait depuis plus d'1 an, au départ qui était un produit payant, et qu'aujourd'hui on pousse sur notre site en offert pour accompagner les clients qui arrivent sur notre site et qui n'arrivent pas à se décider. Donc on voit un exemple là, mais c'est tout simple, hein, c'est un petit bouton, réserver mon conseil couleur. Donc il y a un Calendly qui pop et les gens peuvent en fait avoir une consultation pour les aider à choisir, ce qui est inspiré du modèle souvent dans la cosmétique qui existe pas mal. Mais donc voilà comment on fait. Et du coup, donc, je prends rendez-vous avec un conseiller qui est quoi? Qui est décorateur d'intérieur, On travaille entre autres avec des décorateurs d'intérieur, effectivement, qui peuvent intervenir sur ce type de prestations. Ok. Tu peux tomber aussi sur des personnes de l'équipe Ok. qui connaissent très bien les couleurs. Ça dépend en fait. Ok. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Genre, je leur dis, je leur parle de mon projet, je leur montre des photos. Ils vont me poser des questions sur ma personnalité. Qu'est-ce Tout qui à va se fait. passer? En fait, l'intérêt déjà de la visio, c'est que je peux voir chez toi. Et donc, assez rapidement, je peux imaginer quelle est la luminosité, l'espace, la décoration actuelle. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille sur ce modèle-là et on évite le téléphone, même si on laisse la possibilité parce que certaines personnes préfèrent. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant. Et ensuite, effectivement, on va commencer par calibrer ton projet. Un peu comme tout rendez-vous commercial, on va essayer de comprendre le brief. Qui est la personne, quelle pièce elle a envie de faire, est-ce que c'est quelque chose de lumineux? Est-ce qu'en termes de tempérament, on va être sur quelque chose de plutôt doux, quelque chose de plutôt énergique? Et donc, en fonction, on va réussir à cadrer les couleurs qui répondent bien, puisqu'il y a une psychologie des couleurs qui existe. Et au-delà de ça, il y a des tendances. Donc, souvent aussi, les personnes peuvent venir nous voir en nous disant voilà ce que j'aime. Et on va pouvoir essayer de se rapprocher de ce type d'ambiance. Et du coup, donc là, donc tu es face à un conseiller qui va te dire, qui va te laisser repartir finalement avec une idée, avec des pistes. Est-ce qu'il te convertit lui directement au téléphone? Comment ça se passe? Alors non, parce que tu vas voir juste après, il y a des étapes supplémentaires. C'est. Tu les emmènes, c'est bien. Mais la conversion n'est pas immédiate puisqu'on fait essayer les couleurs. On en parlera juste après. Et je me rappelle plus, c'était quoi l'autre question?
Du coup, avec quoi je repartais? Si je Ah oui, repartais avec une idée ou de l'idée c'est l'inspiration? vraiment en fait d'avoir une palette. C'est souvent comme ça qu'on travaille dans le monde de la peinture, c'est d'avoir une palette de couleurs qui pourraient aller soit ensemble si j'ai un projet qui est plutôt large, de comment je vais pouvoir associer aussi la couleur finalement qu'on a définie comme ma couleur d'accent préférée avec des couleurs plus neutres ou des blancs. C'est vraiment de partir avec un projet où je sais que j'aurai pas de faute de goût dans mon appart. Et du coup, je repars de ce rendez-vous, je me suis inspiré, j'ai été conseillé. Donc en gros, je me suis inspiré, j'avais peut-être 10 ou 15 choix. Là, j'en ai plus que 3. Comment je fais le choix de ces 3-là? Donc du coup, c'est une des innovations de Blim, c'est le sticker échantillon. Le sticker échantillon, vous le voyez dans une des slides qui va défiler, mais en gros, c'est un patch de couleur de 20 par 20 cm qui est autocollant, repositionnable sans abîmer mon mur. Et je vais pouvoir en fait les coller sur mon mur les différentes couleurs que j'ai commandées et entre lesquelles j'hésite pour me rendre compte du rendu chez moi. Ce qui est très important puisque la luminosité va pouvoir faire changer la couleur, elle va pouvoir aussi évoluer en fonction de mon exposition. Donc il faut vraiment passer par cette étape pour être sûr de son choix et éviter la déconvenue que beaucoup de personnes ont vécu, et ça c'est un truc qu'on ne voulait pas avoir dans notre marque, qui est ok, j'ai vu une couleur dans le magasin, je le mets chez moi et finalement je suis déçu et je dois tout refaire. J'ai repeint 3 fois mon salon. On en a parlé, ouais. En 3 jours, hein. C'était pas avec Blim. C'était avant. Euh, ok, et donc là, tu envoies un sticker. On a vraiment la sensation de la couleur parce que c'est sur du papier. Donc, est-ce qu'on a vraiment cette sensation de mur, de reflet de lumière, etc. Tout à fait, c'est une technologie en fait où on a une totale fiabilité de la couleur et de notre finition mat velours. Donc le mat velours, pour les non-experts, c'est un mat avec une toute légère brillance qui va permettre d'avoir une peinture encore plus résistante dans le temps. Mais donc tu auras vraiment le rendu et donc si tu le poses dessus, tu verras pas la diff. Et donc là, on voit qu'il y a presque, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, il y a presque 3 couches d'acquisition. C'est-à-dire que, en gros, tu vas faire de l'organique ou du paid pour inspirer les gens. Tu vas payer quelqu'un qui va passer un quart d'heure, une demi-heure avec un client pour le conseiller. Et ensuite, tu vas repayer une partie avec l'essai des échantillons. C'est beaucoup quand même, hein. C'est clair. Bah, effectivement, c'est un pari qui est risqué, osé, de se dire je passe autant de temps à faire du contenu gratuit, à faire de l'acquisition sur un produit qui n'est pas mon produit final. Et en fait, c'est là que tout l'enjeu est, c'est de, ok, c'est indispensable selon nous pour avoir une expérience qui est optimale. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a des très bons retours et que les gens reviennent. Maintenant, il faut suivre le sujet et il faut être présent pour relancer le client tout au long de sa chaîne de valeur. Et pour ça, en fait, nous, on a 2 stratégies. D'une part, c'est la pub, donc via les ads. Donc, on peut en parler après si tu veux, mais les ads qui sont au départ froides pour faire l'acquisition, puis chaudes pour retoucher les personnes qui sont déjà dans notre funnel. Toute la partie mailing, qui est vraiment un outil qui est le plus vieux, qu'on avait un petit peu laissé de côté à un moment. Et là, avec le coût des ads qui augmente, on y revient de plus en plus à fond. Et donc, sur le CRM, on a aussi mis en place une stratégie de flow en fonction du moment où on est dans le parcours client pour relancer le client, lui proposer des solutions, lui proposer des conseils et l'accompagner vers son projet final. Comment tu sais justement si par exemple le mec il a fait un rendez-vous, tu as des stats aujourd'hui pour te dire entre un rendez-vous et un achat final? Tout à fait. En fait, du coup, tu peux segmenter grâce à des outils tes clients pour savoir si effectivement ils sont dans une étape de rendez-vous, une étape d'échantillon, une étape de peinture. Nous, on utilise Klaviyo aujourd'hui pour ça. Il y a sûrement d'autres outils qui existent. Mais c'est vrai que ça nous permet clairement d'avoir cette granularité, on va dire, et donc de pouvoir adresser le bon message au bon moment à ces personnes-là. Donc typiquement, pour donner des exemples concrets, d'abord, tu arrives sur mon site, sur notre site, tu te retrouves face à un pop-up qui te propose d'essayer avec nos échantillons, par exemple. Tu t'inscris à la newsletter, tu vas recevoir au départ un welcome flow qui va t'expliquer un peu qui on est, comment tu peux commencer à réfléchir à choisir ta couleur, etc. Tu passes à une étape après où, par exemple, tu achètes un échantillon. Tu vas te retrouver dans un autre flow où on va t'expliquer comment utiliser les échantillons, comment les placer, qu'est-ce que tu peux acheter en plus de la peinture, par exemple des outils. Tu peux aussi faire du cross-sell à ce moment-là. Et après, suite à l'achat réel, tu as toute une partie d'expérience client, ratings et suivi par la suite, quoi. Et je sais pas si tu as le droit de communiquer là-dessus, mais tu as le droit de nous dire non. C'est quoi le taux de déperdition étape par étape? Bah, effectivement, ça, on communique pas dessus parce qu'on est les premiers à le faire sur la peinture, donc on garde nos billes, mais on est très satisfait aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'on l'amplifie et qu'on passe sur des modèles encore plus pushy sur le conseil.
C'est-à-dire? Ce que je te disais tout à l'heure, qu'il passe en gratuit, en fait, Ah oui. alors qu'aujourd'hui, c'était un produit Payant? payant. Ok. Et là, tu l'as déjà fait passer en gratuit ou tu vas le faire? C'est récent, Ok. on est en train. T'as déjà un peu de retour là-dessus? Du coup, ça boucle plus facilement. Mais on est convaincu que c'est une étape qui est intéressante et qui fera la différence par rapport à tout le monde qui se lance en ce moment dans le e-commerce peinture. Et comment on passe à l'échelle avec un service comme celui-ci? Parce que là, il y a un humain derrière. Sa journée, elle n'est pas interminable. S'il fait un rendez-vous toutes les demi-heures, il peut en faire 16 dans la journée. Et encore. Ouais. Mais c'est une bonne question. En fait, heureusement, aujourd'hui, l'étape conseil, c'est la plus facultative de tout ce dont on vient de parler, très clairement. La plus importante, c'est l'échantillonnage et ça fait partie de notre business model pur. Aujourd'hui, sur le conseil, on arrive à gérer et effectivement, il faudra qu'on fasse attention pour scaler, sachant que voilà, c'est quelque chose qui est gérable quand même. Et ensuite, on passe à la transformation. Donc, entre l'essai et la transformation, il se passe quoi? Il se passe combien de temps? Comment tu les relances, mis à part par mail, si jamais ça répond pas? Comment tu t'assures finalement que cet essai est transformé? Alors, le temps moyen, il est environ d'un mois. C'est vraiment des cycles de vente longs et tu peux avoir des cycles de vente qui vont être beaucoup plus longs sur certains clients. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a toute la partie dont je parlais qui est l'emailing, qui est quand même le plus efficace. On peut dire ce qu'on veut, on est sûr en fait de pouvoir communiquer avec le client via les mails. Et après, il y a une partie d'ads aussi, sur lequel on a vraiment travaillé une stratégie de donc top of funnel et bottom, où en fait on fait de l'acquisition avec des pubs plutôt de présentation de concept, et après du suivi dans le projet. Alors on essaie de proposer à un moment spécifiquement l'échantillonnage, si on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas converti. On essaie de vraiment montrer après, une fois que le client est dans la partie vraiment décision finale, on essaie de l'accompagner plutôt sur des messages qui vont le rassurer sur la qualité de la peinture, lui donner vraiment en fait les billes pour aller finir son projet, quoi. Et là, tu disais en introduction que maintenant vous étiez au BHV. Du coup, le BHV, tu le mets où dans dans ce funnel? Est-ce que tu es encore sur de l'inspiration, sur des gens qui ne te connaisseraient pas, qui pourraient prendre un rendez-vous, qui pourraient faire un échantillonnage, qui pourraient acheter? Ou est-ce qu'on est déjà au niveau de l'échantillonnage et finalement c'est bas de tunnel où les gens ils vont finir par acheter très vite? C'est les deux. Exactement, en fait, aux deux extrémités. Tu es rarement au milieu, en fait. Soit c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas encore et qui nous découvre. Et auquel cas, en fait, l'avantage, c'est que sur place, tu peux quand même déjà faire du conseil, déjà montrer les couleurs. L'idée, c'est quand même qu'ils puissent voir avec les échantillons ensuite. Ou alors, en vraiment bas de funnel, c'est quelqu'un qui a déjà vu et qui a déjà choisi et juste qui est à Paris et qui veut le truc de suite. Et ça, nous, on est convaincus que, voilà, on parle beaucoup de DNVB et ONVB. On est convaincu que c'est très important d'avoir des points de chute physiques pour nos clients qui nous ont découverts sur Internet, parce qu'on est sur un domaine où les personnes veulent leurs produits rapidement, facilement et sans attendre. Même en express, on met 48 heures, donc c'est déjà très bien, mais il y a des personnes qui ne veulent pas attendre 48 heures, donc ces points de chute physique sont importants. C'est drôle parce que tu disais le chemin est long. Il peut se passer un mois entre l'échantillonnage et la transformation, et après que 48 heures c'était trop long. C'est l'organisation. C'est fou, Mais il met du temps à se décider. Mais je serai clairement ce client-là. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le retail, ça fait partie de ta nouvelle stratégie, tu vas le développer, ou est-ce que tu es juste au BHV parce que c'était une opportunité? Non, ça fait partie de la stratégie, ça fait partie en fait d'une chose dont on avait envie depuis le début, parce que pour les convictions qu'on a évoquées tout à l'heure, hein. Là, c'est un très bon test, ça nous permet aussi de voir ce qui marche moins bien, et de voir comment on va développer la suite. Est-ce que c'est du retail? Est-ce que c'est des boutiques en propre? Voilà, il y a beaucoup de possibilités qu'on va évaluer, mais en tout cas, avoir cette capacité de livrer encore plus vite et d'être présent là où les clients sont, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, c'est pas forcément que du retail, il y a d'autres options qui vont naître petit à petit. Tu penses à quoi, par exemple? De la livraison du dernier kilomètre rapide, il peut y avoir pas mal de choses en fait qui permettent de livrer très rapidement et qui pourraient être une alternative à du pur retail où en fait il y a des coûts de boutique qui sont forcément très importants. Alors qu'en fait en étant sur internet, si on arrive à être rapidement chez le client, on a quelque chose qui en tout cas pallie au problème de délai. Et à l'achat d'une trop petite quantité aussi, non? Tout à fait. Ça doit arriver, non? Alors sur ça justement, c'est un truc sur lequel on a beaucoup bossé dès le début, il y a un calculateur. Donc si tu suis le calculateur, tu ne te trompes pas normalement.
Mais c'est vrai que voilà, tu n'es pas à l'abri aussi de ne pas être passé par le calculateur. Et donc, c'est bien de pouvoir aller chercher son petit pot qui manque au BHV. T'es en train de peindre, tu sais pas trop si t'en mets trop, si t'en mets pas assez. Enfin, c'est compliqué à savoir finalement. Bah, non, là, en fait, c'est ce qu'on appelle le rendement dans le monde de la peinture. Et globalement, il est assez similaire. Et donc, tu peux prévoir. Et vu qu'on vend aussi nos outils, on sait à peu près aussi ce que ça consomme et comment ça va être déposé. Donc, si tu utilises la panoplie totale, on arrive très bien à calculer. Mais de manière globale, c'est prévisible. C'est prévisible. Et d'autant plus qu'une des particularités de notre peinture, c'est qu'elle couvre très bien. Ce qui est hyper important dans ce secteur, c'est un des critères numéro un quand on achète de la peinture. Et donc, en fait, en 2 couches, on est bon. Et si on fait le calcul sur 2 couches, mais qu'il en fallait 3, c'est là que ça devient problématique. Est-ce que vous avez des questions? Ne faites pas les timides. Allez. J'avais une question surtout par rapport à ton positionnement sur le marché. Parce que il y a quelque chose qui me fascine chez les DNVB, c'est comment elles arrivent à créer une image de marque aussi forte. Et j'ai cherché de la peinture il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que je voyais tous les prix. Et du coup, par exemple, là, on voit des 2,5 litres à 59 € par exemple pour le verre olive. Je me demande comment tu te positionnes face au marché. Je suppose que tu dois sûrement être un peu plus cher que certaines personnes. Pourquoi les personnes iraient acheter chez Blim pour tout ça en fait? Clairement, c'est une très bonne question. En fait, sur le positionnement de marché, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a 2 extrêmes. D'un côté, la GSB, de l'autre côté, les marques de décoration / luxe. Nous, en termes de pricing, on est positionné au milieu avec une qualité de produit très haut de gamme. Comment on l'a fait? Comme les DNVB, en fait, en coupant beaucoup d'intermédiaires et en envoyant directement depuis notre atelier chez le client final. Et en plus, on est en flux tendu, en fait, en produit à la commande, ce qui nous permet non seulement d'être responsable, mais en plus de maîtriser nos coûts et nos stocks. Et donc aujourd'hui, on arrive à être vraiment bien positionné sur le prix. Ça veut dire quoi bien positionné? Parce que c'est pas cher. 59,90. En gros, tu vas pouvoir trouver des produits à 2,5 litres dans les 40 € et tu vas pouvoir monter jusqu'à 120 €. Ouais, donc tu vas pas les chercher sur le prix quand même. Tu es quand même sur un moyen de gamme plus, quoi. Ouais. Et ça, tu arrives à le faire accepter, parce que pour le coup, c'est vrai que la peinture, c'est un truc que tu mets au mur quand tu n'as pas la sensation que tu as besoin de mettre beaucoup d'argent, quoi. En fait, dans le funnel, le plus important, c'est la couleur au début. C'est-à-dire qu'en fait, la couleur va driver la décision du client final. Si c'est une couleur qu'il aime, il aura envie potentiellement de payer plus cher que d'autres produits. Mais surtout, souvent aujourd'hui, quand il trouve la couleur parfaite, il peut la trouver aussi sur des produits plus chers. Et donc nous, on est entre les deux, et donc on a les belles couleurs à un prix qui reste abordable. Ce qui est hyper important. Et puis il y a tout l'aspect qualité. Ça, on a des très bons retours clients. C'est aussi quelque chose qui est très important sur un site aujourd'hui pour crédibiliser le produit et que les gens se rendent compte de la pertinence. Et donc en fait, on sait aussi à ce prix-là qu'on ne va pas avoir besoin de faire ce qu'on disait tout à l'heure, aller racheter des pots 4 fois parce que ça ne couvrait pas suffisamment. Et ça, c'est hyper important. Si on arrive à faire comprendre ça, en fait, on préfère payer une fois légèrement plus cher que payer 2 fois. Comment tu vois les gros acteurs type Leroy Merlin, etc. Tu peux aller chez eux avec une peinture et puis leur dire je veux refaire cette peinture. Tu vois, les Faro Ball, etc. Finalement, ils se font beaucoup piquer leurs couleurs comme ça. D'ailleurs, tu vas chez Leroy Merlin, ils ont l'échantillonnage de Faro Ball. Comment tu peux te protéger de ça? Alors, nous, sur ce sujet-là, effectivement, c'est un sujet qui est hyper important. Mais sur lequel, en fait, quoi qu'il arrive, le client commence à comprendre qu'il n'aura jamais le même résultat exactement. C'est pas possible, en fait, d'être parfait. Et donc, nous, on insiste vraiment sur ça quand les clients, déjà, ne nous posent pas la question. Mais en tout cas, on est convaincu de ça. Et c'est là que le positionnement prix, façon, aujourd'hui, il n'est pas suffisamment en fait, différent pour en fait, justifier c'est une prise de tête quand même. Là, au moins, en fait, nous, le but, c'est de prendre le client au moment où il est inspiré, justement, jusqu'au moment où il est converti. Et en fait, c'est là notre force, c'est qu'en fait, on est au début du funnel et on le garde tout le long. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié et qui fait qu'au final, on se retrouve avec des clients qui vont du début à la fin. Et du coup, c'est quoi l'avenir de Blim? C'est que de la peinture? Ça va autre part? L'avenir de Blim, c'est déjà effectivement de s'asseoir notre positionnement sur la peinture. Et après, d'aller sur d'autres produits de décoration. On l'a déjà fait en fait avec les papiers peints. Donc on a des papiers peints qui s'appellent les paper pens qu'on a fait en collaboration avec une autre marque qui s'appelle Cosiel qui est une vraie innovation. En gros, c'est des papiers peints qui sont en forme pré-découpée, pré-encollée, qui me permettent de créer moi-même mon espace mural. Et donc, je peux avoir des formes organiques pour
les associer selon mon imagination. Donc c'est un exemple. Mais en fait, il y a plein de produits aujourd'hui qui sont très demandés sur la décoration. Il y a le carrelage. En fait, il y a plein de revêtements qui existent. Et en fait, où tu as besoin de pouvoir associer les couleurs. Et en fait, toute notre force, elle est là, c'est d'avoir cette capacité de dire, OK, on a les différents matériaux, les différents produits de décoration avec notre palette de couleurs. Et en plus, on peut dire lesquels vont aller avec lesquels. Et ça, c'est vraiment une force qu'on aimerait développer dans le futur. C'est vrai que la couleur, enfin, je repense aussi au web, à l'affichage des écrans. On a tous des couleurs très différentes qui ressortent sur les écrans. C'est le problème principal, hein, c'est d'où encore l'échantillon sticker. Merci beaucoup Armand. Bah, je t'en prie, merci à vous. C'était sublime. Oh, elle est belle, elle était facile aussi. Hein. Mais Merci je prends. beaucoup.